Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui c'est un nouveau concept sur ma chaîne que j'aimerais faire revenir, en tout cas s'il vous plaît. J'ai mis pas mal de temps à préparer cette vidéo, donc j'espère vraiment que vous allez l'aimer. Le concept est donc le suivant. Pour un film, une série, donc aujourd'hui ça va être la saison 1 de American Horror Story, je vais y relier un épisode réel, un fait réel. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'American Horror Story. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et ça peut quand même vous intéresser. Et ça pourrait être sur plein de choses, c'est-à-dire l'histoire vraie derrière Harry Potter avec Nicolas Flamel ou la pierre philosophale, enfin bref, il y a plein d'histoires réelles dont s'inspirent les auteurs, dont s'inspirent les réalisateurs et je trouve ça extrêmement intéressant. Je me suis dit que j'allais un peu apporter de l'univers d'American Horror Story sur cette chaîne parce que j'en ai pas encore fait et que c'est une série que j'aime bien. Aujourd'hui, on va donc parler de l'histoire de Columbine. Encore une fois, si ça ne vous dit rien du tout, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Pour faire mes recherches, j'ai regardé les vidéos de Victoria Charlton et de Liv, donc les deux vidéos seront dans la description si jamais vous voulez aller les voir. Franchement, allez voir ces vidéos si vous aimez les histoires de faits réels, de faits divers, enfin voilà, vraiment pépite. Il faut savoir que ça va parler d'une tuerie, donc si jamais vous n'êtes pas du tout ok avec ce genre de sujet, peut-être que cette vidéo ne vous correspondra pas. Je vais pas donner non plus 12 milliards de détails parce que j'ai essayé de faire une vidéo assez condensée, même si je pense qu'elle va être un peu longue. Donc voilà, si jamais ça vous fait peur ou vous aimez pas trop, je comprends, c'est pas un problème. Revenez pour la prochaine vidéo et sinon, préparez-vous parce qu'on est parti. Je vais donc commencer par vous présenter les deux personnes principales. On a donc Eric Harris et Dylan Klebold. Eric, c'est donc un jeune de 17 ans qui est fils d'un pilote, donc un homme qui travaille pour l'armée, ce qui fait qu'il a toujours beaucoup déménagé et donc qu'il a jamais eu de point de repère fixe et donc se faire des amis, etc. ça a toujours été compliqué pour lui. Et puis un jour, lui et sa famille vont s'installer à Columbine. C'est donc une petite ville assez paisible, etc. dans la banlieue de Denver, donc dans le Colorado, aux États-Unis. Et il va essayer de s'intégrer. Du mieux qu'il peut, il va essayer de bien s'habiller, de jouer au foot, bref, il va essayer au maximum de se faire des amis, sauf que apparemment les gens ne l'aiment pas. Il trouve donc un peu son échappatoire et son moyen de communiquer, de parler avec des gens sur internet. En effet, il est très actif sur les réseaux sociaux et plus précisément sur des blogs, des journaux un petit peu qu'il crée en ligne. Dans ces journaux, il y explique sa haine pour le monde, sa haine pour les personnes, pour les jeunes, et il y expliquera aussi par la suite tout son plan pour faire exploser son école. On sait qu'il est très proche de son chien et des animaux de manière générale, beaucoup plus que des humains. Et ça peut donc rappeler le cas d'Hitler qui était très proche de ses deux chiens mais qui a commis des choses terribles. Maintenant passons à Dylan. Dylan était décrit par sa mère comme un garçon tout à fait normal, un garçon assez intelligent, très proche de son père, passionné d'informatique, de cinéma, de théâtre. Il avait fait partie d'une troupe de théâtre durant plusieurs années. Et d'ailleurs, il y a des images de Dylan et d'Eric, tous les deux, qui ont été retrouvés. Ils faisaient des petits sketchs, des petits courts-métrages et ils se filmaient. Mais Dylan était aussi très timide, assez solitaire, assez renfermé. C'était un grand rêveur, un grand romantique aussi, mais il était déconnecté de la réalité. Il détestait par exemple l'injustice envers lui, c'est-à-dire qu'il pouvait se mettre dans une colère terrible si on l'accusait de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Bon, maintenant que vous avez un petit peu les deux sujets, on va pouvoir passer à l'histoire vraiment de Columbine. On est donc le 20 avril 1999 dans la ville de Columbine, une ville comme je l'ai dit assez paisible et assez tranquille. Vers 11h10, soit bien après le début des cours, Dylan et Eric arrivent dans leurs voitures respectives devant leur lycée, le Columbine High School. Et leur plan, c'est tout simplement de faire exploser l'école et de faire un maximum de morts. Ils ont donc fabriqué des bombes eux-mêmes et ils se disent qu'il est bientôt midi, donc que la cafétéria va être remplie,
puisque c'est l'heure de manger, et donc ils vont placer des bombes à cet endroit-là pour faire exploser et tuer un maximum de personnes. Ils vont donc placer les bombes et attendre qu'elles se déclenchent, ils vont attendre et encore attendre, sauf que apparemment ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour fabriquer ces bombes puisqu'elles n'exploseront jamais. Mais ils avaient prévu une alternative, celle des armes. En effet, on est aux États-Unis, donc la procuration d'armes n'est pas facile, mais est quand même plus évidente qu'en France par exemple. Ils vont faire donc plusieurs morts sur leur passage jusqu'à se rendre dans la bibliothèque. Il faut savoir que cette librairie, cette bibliothèque, c'est l'endroit où ils feront le plus de morts. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont choisi cette pièce, mais ce qui est sûr, c'est que c'est là que le gros du massacre a été commis. Ils ont donc tiré sur plusieurs personnes et un témoin qui a survécu a déclaré qu'avant de tuer, il se moquait des personnes et il prenait ça un peu comme un jeu. Tous les étudiants étaient donc cachés sous des tables et Dylan s'est approché d'une des tables et a regardé en dessous et il a découvert un groupe de filles. Il s'est donc mis à tirer dans tous les sens et il a touché une fille. Cette fille, c'était Cassie. Cassie, de douleur et sûrement de peur, a commencé à crier « Oh my God », qui veut dire oh mon Dieu, et c'est à ce moment-là que Dylan lui a demandé « Est-ce que tu crois en Dieu ?» À ça, elle a répondu « Oui » et elle s'est fait tirer dessus. On sait d'ailleurs que lorsqu'il a tiré sur Cassie, le retour du pistolet est revenu si fort dans son nez qu'il l'a cassé, ce qui fait qu'il saignait énormément et c'est ça qui a mis fin au massacre. Dylan et Eric sont donc sortis de la pièce et se sont suicidés. On compte alors au total 12 élèves et un professeur tués et plus de 24 blessés graves. Et là, on peut alors se demander, mais pourquoi ils ont fait ça ? Et l'hypothèse la plus probable, selon les enquêteurs, c'est le harcèlement. C'est-à-dire que dans cet établissement, le Columbine High School, il y avait beaucoup de harcèlement. Il y en a partout, il y en a dans tous les lycées, dans tous les collèges, mais apparemment, dans ce lycée-là, il y en avait encore plus. Et donc, l'hypothèse serait que ils aient voulu se venger des personnes qui se moquaient d'eux. On sait par exemple que les plus populaires, que les garçons les plus sportifs qui faisaient partie de l'équipe de football par exemple, s'amusaient beaucoup à se moquer des élèves un petit peu moins populaires. Mais je tiens quand même à préciser que Eric et Dylan se faisaient peut-être harceler, mais étaient aussi harceleurs. Si je prends par exemple Dylan, il n'hésitait pas à insulter les professeurs quand il rentrait en classe, il s'est fait virer je ne sais combien de fois, et il se moquait d'un élève handicapé à maintes et maintes reprises. Quant à Eric, lui c'était plus des remarques racistes envers certains élèves. On pense aussi qu'ils ont pu s'inspirer de jeux vidéo ou de films avant le massacre, on pense notamment au film Natural Born Killer. Mais les raisons peuvent être très nombreuses, il peut y avoir la dépression, il peut y avoir la solitude, il peut y avoir des troubles psychologiques, voire psychopathiques, mais on sait en tout cas que leur amitié tournait seulement autour de la destruction, de la haine des gens. C'était vraiment le seul point qui les reliait. On sait également qu'ils voulaient absolument laisser une trace, laisser un acte final extrêmement marquant, laisser une trace de leur passage sur Terre en fait. Sauf qu'évidemment il y a 12 milliards de millions d'autres façons de le faire, bien meilleures. En bref, je ne vous ai pas donné tous les moindres détails, mais c'est ici que se termine l'histoire du massacre de Columbine. Maintenant qu'on a vu toute cette histoire autour de Columbine, je vais vous parler un peu plus d'American Horror Story avant qu'on fasse le lien entre les deux. Si vous ne connaissez pas American Horror Story, ou autrement appelé AHS, c'est une série d'anthologie. C'est-à-dire que les saisons sont indépendantes les unes des autres, on peut les regarder un peu dans n'importe quel ordre, mais elles tournent toutes autour d'un thème central, ici l'horreur. Et dans toutes les saisons, on retrouve plus ou moins les mêmes acteurs. On a par exemple Evan Peters qui revient dans presque toutes les saisons. Et donc de ce point central, l'horreur, on a plein de petits lieux, de petits thèmes différents. On va par exemple avoir la secte, on va avoir le cirque, l'hôtel, la maison hantée. Et donc si je prends l'exemple d'Evan Peters, il peut jouer des personnages complètement différents dans chaque saison. C'est-à-dire que dans l'une, il peut être hétéro, dans l'autre gay, dans l'une un psychopathe et dans l'autre le mec le plus gentil. Bref, ça change tout le temps et parfois à l'intérieur d'une seule et même saison, il peut jouer plusieurs personnages. C'est tout un bordel. La série fait donc référence à de nombreuses histoires réelles, à des faits divers, à des histoires paranormales, à des personnages historiques, à des films ou encore à des légendes urbaines. Cette série mêle donc peur, déséquilibre psychologique et tabou de la société. Et si vous voulez savoir, ma saison préférée c'est clairement la secte. Cette saison est incroyable. Je pense pas que faut commencer par celle-là parce qu'elle est
assez violente, elle est incroyable. Je sais aussi que c'est celle qui a le plus détruit Evan Peters psychologiquement. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur cet acteur parce que je le trouve incroyable et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il est incroyable. Incroyable. Il joue Quicksilver dans X-Men. Enfin bref, aujourd'hui on va donc parler de la saison 1 de AHS. Elle s'intitule donc Murder House, donc la maison des meurtres tout simplement, et je vais vous lire le synopsis. Oui, parce que j'avais la flemme de réécrire un synopsis alors que j'en ai un à disposition. La famille Harmon, composée d'un psychiatre infidèle, Ben, de sa femme meurtrie, Vivienne, et de leur fille dépressive, Violette, décide de quitter Boston et d'acheter une maison victorienne à Los Angeles pour commencer une nouvelle vie après l'adultère du père et la fausse couche de la mère. Mais la nouvelle résidence s'avère malheureusement être un manoir hanté. Les esprits rôdent et sont bien décidés à les torturer afin de les confronter à leur plus grande peur. Dès leur arrivée, ils apprennent que les précédents propriétaires sont décédés par meurtre-suicide. Ceci ne les effraie pas, mais ils déchanteront vite aux fréquentes visites de leur voisine, Constance, et de sa fille Adélaïde. Psychiatre, Ben a pour patient le jeune Tate, atteint de troubles de la personnalité. Ce dernier nourra vite des liens avec Violette. Peu à peu, la famille Harmon réalise que la maison dans laquelle ils vivent cache de terribles secrets, et leur nouvelle vie deviendra un cauchemar. Voilà pour la saison 1. Ok, maintenant que vous avez un peu le contexte de la saison 1, je vais vous parler un peu plus de Tate Langdon. On en a entendu parler très rapidement ici, je vais vous faire un portrait plus précis comme je l'ai fait avec Eric et Dylan auparavant. Tate Langdon, c'est donc l'un des personnages principaux de la saison 1 d'American Horror Story. Il a 17 ans et il reste l'un des personnages les plus marquants, les plus emblématiques de toutes les saisons d'American Horror Story confondues. Il est né en 1977 et c'est le fils de Hugo et de Constance Langdon. Il est le frère d'Adélaïde, de Beauregard et de Rose Langdon. Tous ses frères et sœurs sont atteints de maladies physiques et lui est le seul à ne pas en avoir. Cependant, il développe des maladies psychologiques et je sais pas ce qui est le mieux. Bref, ces troubles psychologiques sont grandement dus au manque de son père, puisque, alors âgé de 6 ans, sa mère l'a tué après une infidélité et a dit à son fils qu'il était parti, qu'il avait abandonné toute sa famille. Et depuis ce jour-là, Tate se mutile. Il a toujours eu de très mauvaises relations avec sa mère, puisque soit elle l'ignorait, soit elle l'insultait, en tous les cas, elle le maltraitait. En plus de ça, elle avait de nombreuses conquêtes amoureuses et c'était quelque chose qui déplaisait totalement à Tate. En bref, Tate, c'est un garçon manipulateur, sombre, mais qui sait aussi se montrer très charismatique et sympathique, et c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les psychopathes. Ses problèmes psychologiques atteignent le point de non-retour le jour où il met le feu à son beau-père, Larry, après que celui-ci ait tué son frère, Beauregard. Par la suite, il se fait tuer par le SWAT de 17 balles dans le corps alors qu'il était dans sa chambre. On sait aussi qu'il était accro à la cocaïne à cette époque et sûrement que cette substance liée à ses troubles psychologiques n'ont pas fait bon ménage. Son esprit reste donc coincé dans la Murder House. On a des esprits tout au long de cette série et on sait qu'il prend énormément de plaisir à hanter ces lieux et à continuer à commettre des crimes même après sa mort. Maintenant, on va pouvoir faire le lien entre Tate et la fusillade de Columbine. Tate va donc commettre une tuerie de masse dans son lycée, Westfield High, causant la mort de 15 élèves. Et ce, apparemment pour se venger des personnes qu'il avait mises à l'écart. Bref, dès le début, on voit que la moquerie, le harcèlement, la solitude ont pu, dans les deux cas, pousser les jeunes à commettre ces crimes. Mais le lien entre les deux est d'autant plus évident, on a un lycéen d'un côté et 2 lycéens de l'autre qui décident de commettre une tuerie de masse dans leur établissement scolaire avec des armes. Mais là on arrive à un point d'autant plus intéressant, qui est le fait que le plus gros massacre de Tate au sein de son établissement s'est déroulé dans la bibliothèque. Ça vous rappelle pas quelque chose ? On retrouve également plusieurs correspondances entre les personnages fictifs de AHS et les réelles victimes de Columbine. En effet, alors que les lycéens étaient cachés sous les tables dans les deux cas, on retrouve le personnage de Kyle. C'est un sportif qui faisait partie donc des plus populaires de l'équipe de football, etc. Or on sait que les 2 tueurs de Columbine avaient sûrement été moqués par des joueurs. On sait aussi que lorsqu'ils sont arrivés dans la bibliothèque ce 20 avril 1999, ils ont demandé à tous les joueurs de se lever pour leur tirer dessus évidemment. On retrouve également dans AHS le personnage de Amir, fortement inspiré de Lance Kirkland, un étudiant de Columbine. En effet, ils ont tous les deux pris une balle dans la mâchoire alors qu'ils tentaient de se cacher dans la bibliothèque. Et on va passer à 2 personnages encore plus intéressants, Stephanie
et Chloé. Souvenez-vous que dans la tuerie de Columbine, une jeune fille n'arrêtait pas de crier « Oh my God ». L'assassin lui avait demandé « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Elle avait répondu oui et elle s'était fait tuer. Ici on retrouve Chloé cachée sous une table, exactement comme la véritable victime, Cassie, qui crie « Oh my God » avant d'être tuée. Cependant, on n'entend pas Tate lui poser la fameuse question. En revanche, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des esprits. Et donc, lorsqu'on va voir l'esprit de Stéphanie, elle va expliquer un petit peu son histoire. Stéphanie est donc la première victime de la bibliothèque. Et celle-ci assure que Tate lui a demandé si elle croyait en Dieu, ce à quoi elle avait répondu oui, et il l'avait tuée. Elle affirme également qu'elle est athée et qu'elle avait répondu ça juste parce qu'elle pensait que c'était ce que Tate attendait. En bref, cela rappelle très clairement l'histoire de Columbine. D'ailleurs, le fait que deux personnages soient mélangés dans une seule et même histoire, ça rajoute encore plus de crédibilité et de ressemblance avec la vraie histoire de Columbine, tout simplement parce que on a encore des doutes sur qui a reçu la question « Est-ce que tu crois en Dieu ?» On ne sait pas si c'est Cassie ou une autre jeune fille. D'autres disent que plusieurs personnes ont reçu cette même question. Donc voilà, ça reste un peu flou et c'est resté un peu flou dans American Horror Story aussi. On a également d'autres petites références tout au long de la saison 1 d'AHS. On retrouve notamment Tate dans un flashback en train de manipuler un fusil de chasse à précisément 11h30. Or, on sait que la tuerie de Columbine s'est passée entre 11h30 et midi. De plus, lorsque le personnage de Violette fait des recherches sur Tate et sur ce qu'il a fait avant de mourir, les résultats de la recherche internet sont de vrais articles sur la tuerie de Columbine. On retrouve notamment un article sur 2 tueurs, une page Wikipédia sur l'affaire de Columbine commençant par, je cite, « C'est produit le mardi 20 avril 1999 au lycée Columbine à Columbine ». Ça ne laisse clairement plus de place au doute. Un autre article met en avant des extraits du livre Columbine écrit par Dave Cullen. Et enfin, il y a un terme qui revient dans un autre article, le trench coat mafia. Ce terme est utilisé précisément, spécifiquement, pour désigner le suicide des 2 jeunes de Columbine. D'ailleurs, même si Tate ne s'est pas suicidé, il meurt très rapidement après la fusillade. Alors, convaincu? Je trouve ça juste incroyable de voir tout ce à quoi pensent les écrivains, les réalisateurs, les metteurs en scène, pour que ce soit le plus ressemblant. Tout en gardant des différences, pour pas que ce soit du copier-coller, parce que le but c'est pas que ce soit un documentaire. Quand on connaît l'histoire de Columbine et qu'on regarde cette scène, on est là, c'est clairement inspiré de ça. J'ai adoré vous préparer cette vidéo et j'espère sincèrement que ça va vous plaire, que vous aimez bien ce genre d'histoire. Ça fait fait réel et puis ça mêle du cinéma avec, donc moi je trouve ça juste trop bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire des idées. Je sais que dans American Horror Story, il y a encore plein de choses. Il y a l'hôtel qui a été inspiré d'histoires vraies, il y a plein de personnages, il y a plein de scènes, il y a plein de saisons entières inspirées de faits réels et j'adorerais vous refaire des vidéos de ce genre. Je pense qu'elle est plus longue que d'habitude. En tout cas, comme je l'ai dit, je vous mets les vidéos dans la barre d'infos et je vous laisse après mon outro avec une vidéo, un extrait d'American Horror Story, la fameuse scène en fait de la tuerie. Donc si ça ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de regarder, la vidéo s'arrête là pour vous et pour les autres je vous laisse avec le petit extrait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Aïe. What the hell, dude? Somebody is shooting up the school. He's just shooting people. Are you hit? Where are you hit? Shit, I don't know, man. That's not my blood. I was right next to Mark Binstein, and the guy shot him in the freaking skull. Who's doing this? I don't know. We need to get the hell out of here. Go!
no. Please, no. Screw this. It's gonna be okay. Everything's gonna be okay. It's gonna be okay. Hey! It's enough. Get out of here.